Bonjour à tous. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Pour ce premier podcast Cargo Family. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir un entrepreneur à succès, Axel Bandiaki, qui est aussi un ami. Je te propose, Axel, de te présenter. Donc l'idée, pour remettre un peu le contexte, on veut aujourd'hui, nous, chez Cargo Family, mettre en avant les acteurs du secteur transport logistique, qui est, à notre sens, un secteur qui est assez génial, innovant, qu'on met pas assez en valeur. Donc voilà, on compte sur vous, les entrepreneurs de ces dernières années, pour nous partager votre expérience et puis vendre vraiment ce secteur aux nouveaux arrivants et aux gens qui travaillent là-dedans depuis pas mal d'années. Donc tu peux nous raconter un peu ton parcours? Bon, écoute, avant tout, Mathieu, merci beaucoup pour l'invitation. Tu sais à quel point c'est un honneur pour moi d'être invité à ton podcast depuis le temps qu'on se connaît et que tu suis mon aventure entrepreneuriale. Donc moi, ça fait 7 ans maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur du transport international. C'est quelque chose qui arrivait assez naturellement, hein. J'habitais à côté de l'aéroport de Roissy. Je pense que ça, c'est une histoire qui est assez commune, hein, avec tous les gens qui travaillent là-bas. Et donc après 10 ans sur la plateforme de Roissy, j'ai notamment travaillé pendant 8 ans pour une filiale d'Air France qui s'appelle la Sodexy, que je suppose que tu connais assez bien, qui est très bien, très connue sur la Les gens plateforme. de Roissy connaissent, il semblerait. Voilà. J'y ai passé de très belles années. Ça a été mon premier vrai job, ce qui m'a permis de connaître les rouages, hein, du transport aérien. Mais assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte que, déjà, j'avais des envies d'entrepreneuriat. La première idée que j'ai eue, c'est après avoir en fait observé pas mal de problématiques de traçabilité, d'expérience client, de suivi et autres. Donc c'est là que j'ai eu l'idée de lancer Stracker. Voilà. En 2017, très exactement. Donc c'est un vrai parcours qui vient un vrai parcours de ce qu'on appelle du fret. On va juste, on définira, on donnera quelques termes techniques, hein. L'idée, c'est vraiment cet échange. Vous avez vu, on est entre nous. On va pas trop parler technique, mais on donnera quelques définitions. Mais clairement, aujourd'hui, donc, tu crées Stracker, premier projet entrepreneurial, c'est ça. Ça consiste en quoi Stracker au début? C'est quoi l'idée? C'est quoi le business model? Donc, business model, c'est quelle est l'idée d'entreprise quand tu commences? Alors, au début, l'idée de Stracker, elle est assez simple. Elle vient du constat que toutes les problématiques de traçabilité que moi j'observe dans mon quotidien, parce qu'en fait, je suis amené à discuter avec tous les transporteurs de Roissy, qui sont tous clients donc de la Sodexy, et je passe les 3 quarts de ma journée à aider les clients d'Air France à chercher des colis des fois très importants, parce il y avait beaucoup de transports de pièces de maintenance aéronautique, de marchandises de luxe, de produits pharmaceutiques, donc des produits qui ont une très forte valeur, mais en plus de ça, souvent, il y a une certaine urgence dans le transport, donc c'est des colis lorsqu'ils sont perdus. En plus de la valeur, il y a des sociétés qui attendent pour intervenir dans la maintenance pour réparer un avion, dans le luxe pour un événement, un shooting, et dans les produits pharmaceutiques, il y a un gros risque en cas de perte. Donc l'idée à l'origine de Stracker, c'est de développer une solution pour suivre en temps réel ces colis qui ont une très forte valeur. Et malgré mes lacunes, on va dire, d'un point de vue technique à cette époque, je décide de me lancer dans le développement d'un capteur, un tracker, Ok. spécialisé sur les besoins de ce marché pour ce type de colis. Donc un capteur qui est associé à une application qui permettrait en fait aux sociétés qui sont amenées à transporter de ce type de marchandises ou ce qu'on appelle les chargeurs, donc les entreprises qui importent ou exportent ce type de produits, à suivre leur colis en temps réel. Et l'image que j'aimais reprendre, c'était un peu suivre son colis comme on suit son chauffeur Uber lorsqu'on fait une commande. Je me rappelle aussi à l'époque, on avait on faisait un peu le parallèle avec les pizzas qui étaient livrées, qu'on Domino's pouvait Pizza, suivre. oui. Et je me rappelle qu'on s'était dit, et c'est quand même fou à l'époque, on s'était dit, attends, on peut suivre notre pizza quand tu commandes chez Uber Eats. On va pas faire un peu de pub, mais et on peut pas suivre nos colis. C'était incroyable. C'est ça.
très bonne remarque à l'époque sur l'application donc de Domino's Pizza. Je sais pas s'il faut citer d'autres marques. Je sais pas si on sera va coupé dire au montage. Pizza Hut et je sais pas, on en trouvera un troisième. On fera peut-être un peu de placement de produits, voilà. ça peut rémunérer le podcast. Exactement. Donc, quand tu commandais ta pizza, tu avais un tracker de pizza qui te permettait de traquer ta commande de la préparation à la livraison. En fait, je trouvais ça génial parce que bon, l'expérience client autour d'une pizza, c'est quoi? C'est une demi-heure, 1 heure maximum. Mais malgré tout, tu pouvais suivre en fait la préparation de ta commande, le départ du livreur, suivre le livreur. Alors que Et pas sur de la pièce avion qui coûte des millions d'euros, c'est ça? exactement. Et surtout que les enjeux sont les mêmes. Tu commandes ta pizza, t'as un petit creux, tu commandes une pièce avion, soit t'as des passagers qui sont dans un avion en train d'attendre et il y a un petit peu d'urgence, soit t'as un mécanicien qui est sur le tarmac en train d'attendre sa pièce pour intervenir. Donc je trouvais que c'était une grosse lacune dans ce secteur. Et donc c'est comme ça que j'ai envisagé ce tracker. Donc sur ce tracker. Et là, ce qui est intéressant, et je partage parce que nous, l'idée, c'est de mettre en avant les entreprises de transport logistique, mais aussi donner envie aux jeunes générations. Et tu vois, je trouve ça hyper intéressant, c'est que t'es en poste, tu cernes un besoin C'est ça. du marché, tu essaies de le trouver. Je pense que tu as cherché des trackers et tu t'es dit, écoute, ça n'existe pas, bah, je vais le créer. Et en fait, j'aime bien cette idée-là, c'est que des fois, on dit souvent qu'il faut avoir l'idée pour créer sa boîte. Mais moi, je suis plus l'école, on va aller chercher quel est le besoin et on va y répondre. Et en fait, je trouve ça top, c'est que tu as vu un besoin et tu y as répondu. C'est ça. T'as bien résumé. On cherche toujours une idée géniale avant de lancer une boîte. Et moi, en fait, avant de lancer cette idée, j'avais avant tout envie d'entreprendre. Et pour être totalement transparent, j'avais déjà eu une parenthèse dans ma vie professionnelle, donc chez Air France, où j'avais donc monté une petite entreprise. Rien de très fou, hein, c'était juste un snack. Échec désastreux. Hein, on va être totalement on passe tous transparent. par là, c'est pas que des histoires sur LinkedIn, c'est la vérité. Exactement. On passe tous par là, mais en tout cas, Gros échec. il y avait cet esprit. Il y avait cet esprit entrepreneurial. Il y avait était déjà là. l'esprit, exactement. Mhm. Expérience très compliquée parce que c'est là où on se rend compte que être entrepreneur, c'est aussi gérer une entreprise avec la comptabilité, la gestion de la trésorerie, dans la restauration, la gestion des stocks, la réglementation, plein de choses auxquelles j'étais pas préparé et que j'avais négligé avant. Donc vraiment, j'estime que je suis à 100% responsable de l'échec. Mais pour autant, ça m'a donné d'autant plus goût à l'entrepreneuriat et j'étais convaincu que c'était quelque chose de fait pour moi. Donc c'est une parenthèse qui a duré à peu près 18 mois et donc après être retourné travailler donc quelques années chez Air France, on va dire que j'ai remis le pied à l'étrier avec Stracker. Et ce que tu disais juste avant, en fait, cette idée, c'est pas indispensable pour se lancer. Effectivement, dans notre quotidien, on a une expertise, on a des compétences, on arrive en fait à identifier certains besoins que d'autres ne peuvent pas identifier. Et c'est ça qui peut être le moteur pour se lancer et lancer une entreprise. Il n'y a pas besoin d'avoir une idée de génie, bien au contraire pour se lancer. Ok, bah écoute, ça c'est une bonne, des bonnes ondes qu'on envoie aux futurs entrepreneurs. Et donc on est curieux forcément, ça c'est le début de l'aventure Stracker. Alors on n'a qu'1 heure de podcast, donc on va quand même essayer de résumer parce que l'aventure elle est incroyable. J'y ai participé à un moment, franchement elle est incroyable. Mais comment ça a avancé vous en êtes où aujourd'hui? Dis-nous tout un petit peu, Strackers. Voilà. Alors déjà, pour revenir sur la jeunesse du projet, donc, lancement en 2017. À l'origine, en fait, c'est surtout une idée, un concept que je travaille pendant très longtemps, pendant que je suis en poste. Donc, dans mon ancienne entreprise, je travaille ce qu'on appelle le business plan pour comprendre mon marché, mon produit, mon business model, comment je vais vendre ma solution, quels vont être mes coûts de développement. Et je me rends compte très rapidement que moi seul, je n'aurais pas les fonds nécessaires pour lancer un développement technique, d'autant plus lorsqu'on parle de ce qu'on appelle de hardware, parce qu'en fait, il y a un produit physique à développer. Et aussi, je me rends compte que le capteur que je veux développer nécessite d'être homologué pour le transport aérien, parce qu'en fait, il faut savoir que toutes les technologies qui sont amenées à être embarquées dans un avion nécessitent d'être homologuées et de respecter une certaine réglementation. Donc c'est là, en fait, que je me lance dans ma première levée de fonds. Donc on entend beaucoup parler de levée de fonds. C'est quelque chose qui est très très loin de l'univers du cargo. Donc on en entend parler un petit peu à la télé, un petit peu sur LinkedIn, mais je savais pas du tout par où commencer.
Et c'est là où le destin en fait m'a souri. J'ai été mis en relation avec mon premier investisseur, donc Sébastien Matikowski, à qui je passe le bonjour, qui donc m'a permis de trouver donc mes premiers fonds pour lancer l'entreprise. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu lancer le développement de ma solution. Et pour faire simple, après 2 ans de recherche et développement pour développer le bon capteur, d'homologation, j'ai lancé la commercialisation donc en 2020. Ok. 2 ans et demi. D'accord. 2 ans de préparation pour résumer, donc 2 ans de préparation C'est ça. pour aller chercher donc des fonds. C'est Donc ça. aller chercher des fonds, c'est simple, c'est aller besoin d'argent pour développer, hein, j'imagine des concepts innovants. Et ensuite, donc pour concevoir, c'est ça. C'est ça. Juste une petite question, vous sous-traitiez ou vraiment vous Sous-traité, donc tout ce qui est généralement hardware, je suis parti en Chine. Ok. Je me souviens encore lorsque j'ai closé entre guillemets ma levée de fonds, je suis parti tout seul en Chine, direction Shenzhen pour faire du sourcing de partenaires pour développer la solution. Mais c'est génial, tu passes d'un poste d'employé polyvalent à tu te retrouves en Chine à aller chercher des fabricants pour une nouvelle solution. C'est vrai que le hardware, moi, c'est un monde que je connais pas trop. Et donc, pour résumer, le hardware, c'est tout ce qui est solution avec de la technicité, non, de la fabrication. C'est en fait toutes les solutions, toutes les technologies physiques. Donc le hardware, le hard, hein, c'est vraiment le produit en dur. Contrairement au software, les logiciels qui eux sont des applications. Donc moi en fait j'avais la double complexité parce qu'en fait il y avait du hardware, ce produit physique qui est ce capteur, et le software qui va avec. Donc le logiciel associé en fait. C'est ça. Tu avais les deux complexités. Donc 2 ans, au bout de 2 ans, c'est prêt. Tu commercialises. Au bout de 2 ans, c'est prêt. Donc pour donner un fin 2017, closing de levée de fonds. Fin 2019, début 2020, début de commercialisation. Premier client en janvier 2020. Pas mal. Très satisfaisant. Cette première vente. Toujours le premier client. C'est waouh. Le montant importe peu. On est tellement satisfait de faire cette première vente. Janvier 2020, première vente. Ensuite, ça commence à s'accumuler très raisonnablement, hein, pour être totalement transparent. Je pense qu'on doit parler de 10-15 000 euros par mois à l'époque. J'aime bien parler chiffres. Voilà, mais c'est déjà fou. Hein. Ma première vente, je crois que c'est 6 000 euros hors taxe. La commande à préparer tout seul dans son salon. Je crois d'ailleurs que je t'avais envoyé les photos. Je me rappelle. C'est vrai que pour ceux moi qui suivais l'aventure, comme au début de tout entrepreneur, tout projet, Axel, je crois que tu préparais, c'est toi qui préparais les cartons, hein, les commandes, c'est ça? Préparer tu mettais dans les commandes, boîtes. Enfin, c'est incroyable de se dire, souvent on voit des projets assez importants et énormes comme cela avec des levées de fonds, mais faut pas oublier que s'il n'y a pas d'investissement du fondateur, qui va lui-même faire ses cartons au début, parce qu'au début on peut pas embaucher, parce que il faut optimiser son temps. Donc chapeau, franchement, j'ai suivi ça de près. Écoute, je te remercie. En plus, tu étais présent avec moi, donc c'était très enrichissant, assez éprouvant aussi, hein, parce que il s'est passé pas mal de temps entre le développement et entre la première vente et celles qui ont suivi. En mars 2020, il y a eu un événement, je pense que tout le monde se souvient. Le Covid et le premier confinement. Mais là, en fait, c'est un peu une claque pour moi, parce que je me dis comment je vais m'adapter. J'ai eu de la chance parce que il s'avère que le secteur cargo n'a pas totalement été immobilisé par le Covid, bien au contraire. Et moi, mes clients étaient généralement donc des transporteurs internationaux. Donc ça m'a permis en fait de continuer à vendre beaucoup moins, parce que par contre c'est très difficile de se développer commercialement pendant le Covid, parce que lorsqu'on est tout seul à faire les ventes, le Covid c'était au début la bonne opportunité pour les personnes que je prospectais de ne pas prendre de rendez-vous, mais c'est là où j'ai découvert la prospection donc en ligne via LinkedIn. Donc je suis passé d'une phase où beaucoup de difficultés à avoir des rendez-vous, à plus du tout, à énormément de rendez-vous, parce que tous les rendez-vous se faisaient en visio, donc ça allait beaucoup plus vite. Et donc la commercialisation a continué. De là, fin 2020, je me retrouve à remporter un concours lancé par AstraZeneca pour intégrer un programme à la station F, le Graal pour moi à l'époque.
Station F, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'incubateur, je crois, le plus grand de France, je me trompe en tout cas. D'Europe, Plus grand d'Europe. Selon la légende. Selon le. Et oui, effectivement, donc la Startup Nation, là vraiment, t'arrives, tu sors un peu pas de l'anonymat, mais t'arrives vraiment dans la Startup Nation de Paris. Je me rappelle avoir visité les locaux, ils sont incroyables. Mais c'est quoi? Est-ce que tu es reconnu? Ça veut dire qu'est-ce que ça t'amène d'intégrer ce programme? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est de la reconnaissance? Est-ce que c'est une ouverture à d'autres marchés? C'est quoi vraiment parce qu'on voit toujours la vitrine, mais concrètement, ça t'amène quoi d'intégrer ce secteur? Très concrètement, la Station F, déjà, en fait, c'est un lieu qui est très iconique. Donc, à titre personnel, déjà, c'est une certaine reconnaissance de pouvoir intégrer la Station F. Ensuite, pour recruter, c'est une place qui est très attractive avec de très beaux locaux, bien placés. Donc, pour recruter, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, d'un point de vue accompagnement, on est rentré donc à Station F dans le cadre du programme lancé par AstraZeneca en partenariat avec Janssen. C'était un programme donc qui visait à accompagner des startups qui ont des solutions de traçabilité autour du vaccin. Donc c'était pas que de la traçabilité logistique, c'était traçabilité sur le parcours vaccinal, les besoins des patients. C'était assez large. Donc on était une dizaine de startups à intégrer le programme. Donc déjà il y a l'accompagnement de ces grands groupes dans le développement de ce tracker. Ça permet de bien comprendre aussi les besoins du marché, rencontrer des experts qui nous ont introduits donc par ces grands comptes. Mais également, la Station F est un écosystème où on a à disposition des ressources qui nous permettent d'interagir très facilement avec les autres startups de la Station F. Donc, lorsqu'on a besoin d'un conseil sur un problème de recrutement, un développement informatique ou autre, c'est excellent. Donc, c'est, je pense, à ce jour, la meilleure ressource fournie par la Station F. Et ensuite, va y avoir toutes ces animations que propose la Station F qui permettent de rencontrer des gens. Et régulièrement également, donc il y a des groupes, qu'ils soient donc des grands groupes, des entreprises ou publics, qui viennent régulièrement donc faire des visites à la Station F. Et dans le cadre de leur visite, ils vont demander à rencontrer certaines startups qui peuvent donc apporter des solutions. Donc, il ne faut pas y voir forcément un intérêt commercial. Pas parce qu'on rencontre une entreprise qui visite la Station F qu'on va signer un contrat avec elle, mais par contre ça donne l'opportunité de présenter sa solution, d'avoir des retours et d'échanger des cartes de visite avec des personnes qui pourront peut-être apporter de l'aide ou voire éventuellement du business. Ok. Écoute, ça j'aime bien aussi donner cette vision-là, parce que c'est vrai que nous qui sommes dans le transport logistique, qui sommes à Roissy, à Lyon, à Marseille, enfin voilà nos principaux les principaux endroits où effectivement les sociétés du transport sont localisées, on n'a pas forcément une vision là-dessus, on la voit de loin, on la voit sur LinkedIn, et je trouve ça bien de voir qu'elle est assez accessible en fait. Et très accessible. Moi c'est ça que j'aime bien dans ton histoire, c'est que tu montres en fait, c'est un exemple, ça fait un peu cliché, mais tu montres aux gens, bah moi je viens d'en bas, et en fait j'ai accédé assez rapidement, on a suivi, c'est en 3-4 ans. C'est ça, c'est à peu cet près écosystème, 3 ans, ouais. Et c'est vrai qu'il semble inaccessible. Donc merci pour ça, et de toute façon peut-être qu'un jour j'aurai la chance de passer aussi derrière le micro, et c'est parce qu'on a un peu le même parcours. Moi j'ai commencé agent de transit pendant 15 ans, et puis au final aujourd'hui je gère 2 sociétés, on développe cette plateforme pour mettre en avant notre secteur, donc non, vraiment top. Et le petit lien en tout cas, ce qui est bien, c'est que tu restes, même si tu es à Paris, tu restes dans notre secteur, parce qu'on est quand même là pour ça, c'est que tes clients, tu l'as dit, c'est des transporteurs internationaux, donc c'est des transitaires. C'est je sais pas, tu travailles aussi avec les compagnies aériennes pour la partie certification. Je travaille avec Air France pour la partie certification, Lufthansa. Donc tu quittes pas notre secteur. Désolé, on revient sur la plateforme. T'es toujours un pied dedans. Toujours un pied dedans, et c'est difficile d'en sortir parce que bon, tu sais hein, l'amour que l'on a pour ce secteur. Donc toujours un pied dedans, effectivement. Oui. Je te remercie. Et c'est vrai que moi je suis le premier. C'est pour ça aussi qu'on lance ce podcast. Je voulais pas lancer toutes les idées au début et puis on développe au fur et à mesure. Mais tu vois, on a un secteur qui est quand même incroyable. Je parlais de projet industriel. J'ai un client qui fait du projet industriel. Tu sais, c'est du transport de matériel hors dimension. Ça veut dire qu'ils peuvent transporter des hélices d'éoliennes. Ils peuvent transporter des machines pour creuser des trous de forage dans les mines en Afrique. C'est des images incroyables. On les voit pas sur les réseaux. Et c'est pas que j'en ai un peu marre du marketing et de la communication des mecs de Paris. D'accord. Je veux pas me faire d'ennemis, mais on a trop de choses à montrer. Et en fait, on les montre pas. Et je veux montrer des réussites comme les tiennes, parce que clairement, c'est une réussite.
Je veux montrer des entrepreneurs à succès et j'aimerais bien rencontrer des responsables d'exploitation qui ont fait des déménagements d'usines à l'autre bout du monde, tu vois, qui ont affrété des navires. Et c'est vraiment l'idée, c'est de mettre toute la beauté de ce secteur en avant. Alors oui, il y en a qui me disent c'est pas un job passion, ça reste qu'un job. C'est sûr, c'est qu'un job. Mais c'est un métier qui doit être valorisé et Exactement. c'est ce que tu fais. Moi aussi, on préfère tous être en week-end que bosser la semaine. En général, c'est la réalité. Mais quand même, quand on fait ce métier-là, franchement, il y a des choses bien. Donc merci. Non, c'est un métier qui est forcément c'est un métier de l'ombre parce que il y a personne qui pense au transport lorsqu'on voit tout ce qui nous entoure. Mais tout ce qui est autour de nous est arrivé là par le transport et il y a des gens derrière. Tu l'as dit, et on l'a vu pendant le Covid, c'est vrai que ça s'est pas arrêté. Pourquoi? Tu sais que notre secteur, il est mis en avant que quand il y a des galères. C'est un truc de fou. Personne nous connaît. Puis d'un moment, il y avait, c'est vraiment, c'est depuis les masques, je me rappelle, je vais les citer, ils vont être contents, c'est Clasquin, bon, c'est un confrère, hein, qui passe au JT, au TF1. Pourquoi? Parce qu'ils avaient envoyé des charters de masques. Et les gens, ils se sont dit, ah, c'est vrai, en fait, quelqu'un va les chercher. Donc, tu vois, les gens se sont dit, ah, finalement, on a peut-être besoin de ces gens qui organisent les transports. Mais c'est qu'à ce moment-là qu'on est mis en avant. Récemment, on a été mis en avant Canal de Suez. Oui. T'as le bateau qui s'échoue, hein, le porte-conteneur. Et là, on voit l'impact, effectivement. Tout l'Europe est bloquée, on fait comment? On n'a plus de marchandises, tu passes au JT. Et effectivement, ah bah oui, il y a des organisateurs de transport, les fameux transitaires, hein, qu'on parlera tout à l'heure, qui ont géré l'import-export pour leurs clients. Donc tu vois, on est enfin mis en lumière, pas toujours au bon moment. Et moi, j'aimerais que mes enfants, quand ils grandissent, ça serait trop bien qu'ils me disent je vais faire du transport. J'y crois pas, d'accord. En vrai, on est qu'à la première marche, ok. Mais ça serait top. Donc, ouais, après, on a de la transmission un petit peu aussi dans ce métier. Et puis, tu le sais, hein, Cargo Family, c'est un métier, c'est une grande famille, le transport. Ton frère aussi travaille dans le transport, le mien aussi, voilà. Beaucoup de grandes familles dans ce métier. C'est vrai que le nom était pas comme, mais oui, effectivement. L'idée de Cargo Family, c'est que on partage tous le même métier, le même objectif, et venez, on le met en avant en fait. Tu vois, quelque chose de simple, avec des mots simples. Ouais. On va pas parler technique pendant 1 heure. On échange, on discute, et puis si on peut partager ça avec vous, c'est top. Montrer un petit peu ce qui se passe derrière et aussi ce que nous, en fait, on veut apporter à ce métier. Ça fait longtemps qu'on veut changer les choses. Hein. Ouais, ça fait longtemps, et puis en fait, je pense que tout seul, on peut pas changer les choses, mais par contre, on peut apporter l'impulsion. Voilà. Et d'ailleurs, moi, en fait, quand je lance ce tracker, je veux apporter une impulsion. Je me dis pas que moi, Axel Bandiaki, avec ce tracker, je vais tout changer. Par contre, si je peux inspirer une personne qui en inspire une autre, en fait, va y avoir un nouveau mouvement. Et c'est d'ailleurs en fait ce qui a amené l'évolution majeure de ce tracker. Parce que là, lorsqu'on parle de l'historique de ce tracker, là, on se parle toutes ces années, le programme à la station F, l'hébergement là-bas, la collaboration avec AstraZeneca et Janssen, ça a amené de nouvelles réflexions chez Stracker qui font qu'en fait on a totalement revu l'entreprise et on a fait ce qu'on appelle dans le jargon un pivot. Donc un pivot, c'est lorsque on va changer que ce soit le business model, le service ou le produit. Donc on a fait un gros pivot chez Stracker qu'on a fait donc en fin 2021, début 2022. Et là, on s'est lancé dans un nouveau métier, quoi. Un nouveau métier qui est pourtant un des plus vieux métiers. Ok. Donc, si je comprends bien, Stracker pivote, change. C'est ça. Son produit, ses services. Et donc, vu que tu as bien spoilé, Stracker aujourd'hui, c'est plus les trackers de géolocalisation comme prévu. C'est plus ça. Allez, dis-nous tout. C'est quoi Stracker aujourd'hui? Je pense qu'on a la plupart ont déjà entendu parler parce qu'il y a une belle com de ta part. Et puis, tu as innové comme d'habitude. J'aime bien. Allez, tu commences par votre présentation. Ouais, après, je pense que c'est intéressant, c'est, je sais pas d'ailleurs si je te l'ai déjà raconté, mais le déclic qui a fait qu'en fait, je me suis dit, fallait qu'il y ait un changement. J'avais en fait dans mes clients plusieurs transporteurs, forcément qui faisaient du transport de marchandises sensibles. Je vais en citer aucun et c'est mieux. Voilà. Et en fait, il s'avère que donc j'ai un transporteur
qui me fait une grosse commande de tracker, mais qui me demande en fait que je mette pas à disposition uniquement en fait la partie tracking, mais que je supervise aussi le suivi parce que c'est un transport extrêmement sensible pour une grande marque de luxe. Donc je fournis les trackers, je fournis un suivi donc personnalisé où c'est moi-même en fait qui vais superviser le suivi des marchandises. Je vais pas juste les laisser seuls avec la plateforme, je suis moi-même les colis. Et tout se passe bien, mon client est content, le client de mon content est hyper satisfait. Et l'avantage, c'est que les informations de suivi qu'on a mis à disposition grâce à la plateforme sont visibles par le client final et qui se dit « Waouh, ce tracker, c'est génial ». Ce même client marque de luxe a un autre transport du même type, mais qui le fait cette fois avec une autre société de transport et qui prévient la société de transport en lui disant « On a fait un transport du même type, on a fait appel à une société de tracking qui s'appelle Stracker, je veux le même suivi ». Donc la société me contacte, elle me dit « Voilà, on a telle marque, pour qui on va faire du transport, et ils nous ont demandé que vous assuriez le suivi ». Je leur dis « Écoutez, ça tombe bien, on l'a fait il y a pas longtemps, et ce que je vous propose même, c'est tout ce qui a moyennement marché sur le précédent transport, on va l'optimiser ensemble, comme ça il y aura encore un meilleur suivi, parce qu'après tout, c'est la deuxième fois qu'on le fait, ça doit s'améliorer. » Et en fait, je suis assez choqué. Le transporteur qui m'explique que non, ça va pas se passer comme ça. Tu vas nous fournir la solution, et le suivi, c'est nous qui gérons, parce qu'on n'a pas forcément envie que notre client voit tout. Là, je me dis, mais problème, parce que un capteur, c'est de la technologie, c'est du hardware, et c'est ce que j'aime dire en fait avec les trackers. Le tracker ne ment pas. Le tracker, il raconte tout ce qui se passe sur le terrain, et à moins de cacher l'information, les informations remontent en temps réel. Et j'ai cette marque de luxe qui me contacte parce que forcément l'expérience de suivi a été tronquée, parce qu'ils ont pas montré toutes les informations. Et qui me dit on comprend pas, on a fait appel à vous la dernière fois, c'est très bien passé, et là on a quasiment rien eu comme suivi, qu'est-ce qui s'est passé? Et là ça a été le déclic. Donc si je comprends bien, j'essaie de résumer, et parce que c'est vrai que tu m'avais pas dit, je découvre, c'est bien, tu vois. T'en découvres aussi là. Attends, on en a bu quelques verres ensemble, mais donc l'idée c'est qu'en fait toi tu apportes un service de suivi à ce client-là tellement précis, ça veut dire qu'ils ont une visu presque 100% en temps réel, vraiment GPS, tout. Et quand ils demandent ça à leur prestataire, le prestataire veut pas suivre parce qu'ils veulent garder un peu une part d'ombre. T'as tout dit. La fameuse opacité. La fameuse opacité. Et c'est là, dans ce cas où tu dis, attends, si je suis capable de procurer un service plus, en tout cas un meilleur service que les gens placent, est-ce que j'irai pas? C'est ça? J'ai bien compris. C'est ça. Et c'est là, en fait, je me suis dit, en fait, j'évolue dans un marché où les gens, en fait, ne comprennent pas l'importance de l'expérience client. Et que l'expérience client, que ce soit par le tracking, mais il n'y a pas que le tracking, il y a plein d'autres choses, tu vois. On a, en fait, ces sociétés qui exportent, qui importent également, qui sont en recherche d'amélioration de l'expérience client, d'autant plus avec la période du Covid, qui a multiplié les prix du transport par 10. Donc on ne peut pas juste facturer 10 fois plus cher, et à 10 fois plus cher, tu sais qu'on n'exagère pas, et en fait, ne pas fournir un service amélioré. Au contraire, le service a été un peu dégradé pendant le Covid, mais c'est aussi dû au fait que les conditions étaient beaucoup plus difficiles. Mais il n'y a pas, en tout cas moi j'en ai pas observé, des transporteurs qui se sont dit, vu qu'on gagne 10 fois plus, on va en profiter pour améliorer l'expérience client. Et c'est là en fait je décide de faire pivoter ce tracker, de devenir moi-même ce qu'on appelle un transitaire, donc un organisateur de transport à l'international, mais avec comme axe de différenciation majeur l'expérience client. Et comment en fait on a donc totalement revu l'expérience client? La première, grâce au tracking, c'était une technologie qu'on avait déjà et qu'on a décidé donc d'intégrer dans nos transports. J'ai bien compris, vous avez utilisé la solution initiale tracker dans votre nouvelle activité. C'est ça, voilà. Ok, ouais, c'est intelligent en fait. Voilà. Exactement. Okay. Donc c'est ce qu'on appelle en fait nous, on a remonté la chaîne de valeur au lieu de juste fournir les solutions de suivi, on a pris en charge l'organisation du transport qui inclut le service de suivi. Donc ça en fait on le fait à travers notre plateforme. On a fait évoluer notre plateforme pour qu'elle réponde aussi aux prérequis du métier, parce que le suivi de transport c'est pas juste voir où est son colis sur une carte, c'est aussi des documents, des informations, de la douane, du booking, des compagnies aériennes. Donc on a intégré tout ça à la plateforme. Et
on a fait quelque chose d'assez révolutionnaire dans le secteur. On s'est dit, en fait, si on est transparent sur ce qui se passe sur le terrain, on va aussi être transparent sur ce qui se passe sur la facture. On va y venir, parce que ça, c'est quand même je me rappelle cette fameuse phrase qui a fait pas mal parler. Je voulais juste revenir un peu sur, tu sais, parce qu'on va être quand même, j'espère, écouté par pas mal de monde. Moi, l'idée, c'est effectivement de recevoir différentes personnes comme toi qui vont mettre en avant leur business model. C'est pas forcément, ce que je veux dire, c'est que nous, on est vraiment en retrait de ça. Ouais. Toi, t'as vu une brèche, tu l'as pris. Voilà, peut-être que demain, je vais interviewer quelqu'un qui a un business model totalement différent. Moi, je suis persuadé qu'en fait, on est dans un secteur, de toute façon, qui est tellement varié qu'il y a de la place pour chaque business model. Donc, juste parce que forcément, je sais un peu qu'il y a des personnes qui vont me dire oui. Mais Axel, il nous dit que c'est mieux chez lui. Bah forcément, c'est sa boîte. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est son business model. Donc voilà, vous fâchez pas. L'idée en tout cas, c'est que chacun va mettre en avant ce qu'il a fait. Moi, forcément, j'ai trouvé ça super parce qu'effectivement, le tracking en tant qu'ancien transitaire, c'est quelque chose pour moi qui était quand même essentiel. Donc je te remercie d'avoir pris un peu cette place-là. Et oui, effectivement, là, tu vas nous donner. On va revenir sur cette transparence au niveau tarif. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place là vraiment pour marquer le coup? Alors, exactement, ce qu'on a fait, c'est que, il faut savoir que dans le métier donc de transitaire, on est coordinateur de transport. Donc, on fait appel à des tiers, donc des prestataires, que ce soit la compagnie aérienne, ça peut être l'agent de douane, les chauffeurs, toutes les personnes qui vont être amenées à intervenir dans le transport. Donc, ça va être des prestataires. Et nous, notre rôle, ça va être de coordonner le transport d'un point A à un point B en fonction du lieu d'enlèvement, du lieu de destination et des prérequis et des contraintes du pays d'enlèvement, du pays de destination et de la nature de la marchandise. Et nous, en fait, on va donc ajouter notre commission à ces prestations de transport que l'on achète et que l'on revend à notre client. Typiquement, j'achète pour 1. Et je revends en appliquant ma marge qui va être de 10, 20, 30%, sachant que la moyenne dans le secteur, elle est à 18 points. Je souris parce que tu sais, dès qu'on donne des chiffres, tu sais, il y a forcément des gens. Mais pourquoi Axel il a donné nos pourcentages de marge? Bon, de toute façon, l'idée, c'est aussi de donner des chiffres. Hein. Le secteur, c'est ça, c'est pas que des idées, c'est des chiffres. Il n'y a pas de tabou chez nous. D'où l'idée, la commission, le fameux commissionnaire, parce que c'est vrai, souvent on parle de transitaire. Et parce que c'est le terme, mais bon, le terme technique pour nos amis qui aiment bien le parti juridique, c'est commissionnaire. En fait, c'est de l'achat-revente. Vous avez un client qui vous commande un transport, et puis vous achetez le préacheminement, vous achetez le transport principal, et vous prenez une marge en fait sur chaque opération. Donc en fait, c'est ça. Le transitaire en fait prend une marge, mais c'est normal. Hein. Il doit se rémunérer. Il gère les opérations, donc ça entièrement d'accord. Normal. Il doit se rémunérer. Personne ne travaille gratuitement. C'est ça. Sauf aujourd'hui. Voilà. Et en fait, nous, on travaille pas gratuitement, mais par contre, en fait, je me suis vite rendu compte que, en fait, cette commission, elle est problématique. Pourquoi elle est problématique? La première, c'est que après ce pivot, il y avait une phrase que j'entendais tout le temps au bureau. Je prends combien? Je prépare un dossier. Je prends combien? Je prends combien? Tu parles combien? En général, c'est quoi? C'est un pourcentage ou c'est un montant fixe, les commissions pour ceux qui connaissent moins le secteur? Et c'est totalement flou. Des fois, c'est un montant fixe parce qu'on doit assurer un minimum de revenus pour pouvoir couvrir ses charges. Des fois, c'est un pourcentage. Mais en fait, aujourd'hui, et je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde dans le secteur, en fait, il n'y a pas de règle fixe. Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, tu as des dossiers qui coûtent rien du tout. Et si tu prends juste tes 20%, tu vas gagner 50 euros. C'est compliqué. Et des fois, en fait, tu as des dossiers qui ont des montants à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et là, en fait, si tu prends ton 20%, un peu gras sur le dossier, tu vois. Et donc, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré la commission. On prend plus de commission. Zéro. Il y a le transport, il y a ce qu'on achète, voilà. Et il y a notre rémunération. Et en fait, on a séparé les deux. Et pour pouvoir, en fait, avoir accès à cette transparence sur les coûts du transport, parce qu'en fait, les clients sont pour la première fois au courant de ce que l'on achète réellement et de ce que ça coûte. Incroyable. Nos clients, en fait, s'abonnent à notre solution, donc qui inclut l'accès à la plateforme, une équipe dédiée. C'est toujours plus simple de comprendre les besoins de son client lorsque c'est une équipe dédiée qui est affectée. Et aussi la gestion de son budget. Et comment on fait pour gérer son budget? Vu qu'on prend plus de commission et que nous, en fait, nos revenus sont sur l'abonnement et donc sur la plateforme, si j'ai un client demain à qui je peux mettre en place des solutions pour réduire son budget, mais que ma rémunération, elle, ne diminue pas,
j'augmente mathématiquement ma marge brute. Je gagne toujours autant, mais lui, il dépense moins. Donc, on est aligné. Et donc, on permet à nos clients de passer à une relation chargeur-prestataire à une relation de partenaire. Pourquoi ? Parce qu'on va regarder ensemble comment on peut optimiser les flux, comment on peut optimiser les budgets. On va les aider en fait à travailler sur des solutions. Et même des fois, ça nous permet aussi de les aider à repenser certains transports. On peut dire à nos clients, non, ce transport-là, ne le faites pas en plusieurs fois. On va consolider, on va prendre le transport des 3 prochains jours qu'on va mettre ensemble. Vous allez faire des économies. On va mutualiser vos transports avec ceux d'autres clients qui vont au même endroit. Ça nous permet de faire ces choses-là tout en se garantissant notre rémunération. Donc c'est vraiment une approche totalement différente. Donc, mais c'est incroyable. Ça veut dire que la fameuse phrase qui avait vraiment marqué à l'époque sur LinkedIn, le premier commissionnaire sans commission, c'est pas juste un slogan marketing. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment le cas. C'est votre business model. On a une rémunération, donc on se fait rémunérer à travers nos abonnements à la plateforme. Donc Ok. le client paye un abonnement pour accéder à la plateforme. Mais ce qui s'agit du transport, les clients nous remboursent le transport. Franchement, vraiment, moi, ce que je trouve déjà exceptionnel, c'est l'idée. Là, on parle d'idée. Tout à l'heure, on disait c'est que moi, j'étais transitaire pendant 15 ans et on fonctionnait tous de la même manière. Comme tu dis, on fixe notre marge. Voilà. Chaque société est libre de fixer ses prix. C'est ça. Et c'est vrai que en amenant ce côté, on accompagne le client qui est au tout courant de nos coûts. On a juste un abonnement. Effectivement, le client, moi, qu'est-ce que je me dis si je veux être client? Je me dis, c'est une société qui va pas chercher forcément le transport le plus cher pour prendre une marge dessus. J'ai mon abonnement et je paye pas plus. Honnêtement, c'est pas parce qu'on se connaît, mais chapeau d'avoir déjà tenté le coup. Parce que aussi, il y a toujours ça, tu sais, dans un nouveau projet. J'ai une idée qui semble, en tout cas, tu vois, qui semble vraiment être intéressante. Mais est-ce que le marché est prêt à l'accepter? Et ça, je me demande, je suis intéressé de savoir, est-ce que les chargeurs qui sont pas du tout habitués à ce fonctionnement-là, comment est-ce qu'ils ont pris cette idée? Est-ce qu'ils ont eu du temps à imaginer justement un changement de fonctionnement avec leurs transitaires ou transporteurs habituels? Quel retour tu as eu des clients? Parce qu'en fait, c'est ça la base, c'est le retour des clients. C'est le retour des clients, c'est le plus important. Franchement, je vais pas te mentir, au début, ça n'a pas été simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se dit, bon, ok, où se cache le loup, tu vois, genre, c'est trop beau pour être vrai. Et c'est en fait, nous aussi, on a appris à bien l'expliquer. Parce qu'au début, on n'arrivait pas à bien l'expliquer à nos clients parce qu'ils se disaient, non, c'est pas normal. Soit, en fait, comme c'est souvent le cas, c'est juste une stratégie pour nous permettre de collaborer ensemble et à la fin, ils vont augmenter leur prix. Soit, en fait, il va y avoir des coûts cachés. Et ça, on a appris un petit peu à bien l'expliquer et bien le vendre. La première chose, c'est que pour les clients, c'est aussi pédagogique. Le transport, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin, mais personne ne veut le gérer. La plupart de nos clients, surtout que nous, on est spécialisé dans le transport critical, le transport urgent, on le fait dans le secteur de l'aéronautique et du luxe. C'est des clients dont le métier premier, c'est pas de gérer du transport. Nos clients dans l'aéronautique, leur métier, c'est de commander des pièces avions. C'est pas de gérer le transport des pièces avions. Dans le luxe, n'en parlons même pas. On bosse avec des marques dont le job, c'est d'habiller des stars pour les tapis rouges, Festival de Cannes, les Oscars, ce genre de choses. C'est pas du tout de gérer du transport. Sauf que c'est un besoin. La robe va pas s'envoyer par mail, tu vois. Ta pièce avion, il faut bien qu'elle vienne. Surtout que la pièce avion, elle peut venir de n'importe où dans le monde. Elle peut venir de Miami avec ton avion qui est à Dakar, tu vois. Donc il y a une gestion qui est nécessaire. Pour autant, on n'a pas envie de se retrouver à gérer une solution de transport, négocier des prix, ce genre de choses. Tu vois. Donc expliquer ça en fait aux clients, c'est extrêmement important. Et eux, pour la première fois, voient exactement qu'est-ce qui est inclus dans la facture qu'ils payent et combien ça coûte. Et donc ça permet aussi de les sensibiliser et de faire en sorte que eux révisent un peu leur façon donc d'appréhender le transport. Ok. Écoute, moi je trouve ça hyper clair. De toute façon, on sent que t'as un peu l'habitude de le pitcher. Merci. Moi, je suis pas chargeur, mais j'achèterais bien la solution. Donc, Stracker aujourd'hui, c'est quoi en termes d'équipe, en termes de staff? Vous êtes situé où? Écoute, aujourd'hui, un peu d'humain quand même. Voilà, on est une douzaine. On est dans le 10e arrondissement de Paris.
Et écoute, aujourd'hui c'est une aventure en forte croissance. Là en fait on prépare de nouveaux recrutements et on a une levée de fonds en cours pour notamment donc se développer à l'international. Donc on envisage d'ouvrir des bureaux à Los Angeles parce qu'on a beaucoup d'activités là-bas. Forcément avec le luxe il y a beaucoup d'événements là-bas et qui sait ce que l'avenir dira pour Stracker. Bon, écoute, de toute façon, là, on va conclure. L'idée, c'est aussi, je voulais pas des interviews qui soient trop longues, mais forcément, moi, c'est tellement intéressant. Essayer de faire simple et efficace, je crois mais ça pourrait durer des heures entre nous. On pourrait rester plusieurs heures, on l'a déjà fait. Donc, le futur de Stracker, donc c'est effectivement, tu m'as parlé de levée de fonds, donc Los Angeles et peut-être d'autres bureaux, c'est ça vraiment, s'implanter à l'international? C'est ça, à l'international en fonction des besoins, là où on opère le plus. Donc aujourd'hui, on a, je pense que à peu près à 60% de nos flux qui sont depuis et vers les États-Unis, tout particulièrement Los Angeles. On est très présent également à Londres, donc ça a du sens qu'on ouvre un bureau là-bas. Ok. Bon, ça va te faire voyager un petit peu. Un petit peu, ouais. Bon, mais écoute, en tout cas, moi, j'étais ravi. Franchement, Axel, depuis le Pareillement, temps que merci beaucoup, Mathieu. je voulais partager ton expérience. Moi, je trouve ça incroyable. Tous les nombreux entrepreneurs dans ce secteur, j'en ai, voilà, il y a pas mal de noms prévus. T'es le premier. Et j'espère que franchement, je suis hyper honoré. Merci beaucoup. Bon, moi, c'était un plaisir et je vous dis à bientôt. On sera là en tout cas ces prochains mois pour mettre le secteur cargo en avant et vous faire partager toutes ces belles histoires. À bientôt. Salut Axel. Ciao. Salut Mathieu.